Dear. Valide. People. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle conférence Dear Valley People. On commence à gazer des verres. Aïe aïe aïe. Bienvenue à cette nouvelle conférence Dear Valley People qu'on fait tous les mois, la Gazette Café, depuis le début de l'année scolaire. Donc moi je m'appelle Damien Farjou, j'ai créé Dear Valley People il y a 4 ans maintenant. L'objectif était de créer une émission de radio pour parler de handicap et d'en parler avec les personnes concernées. Au début, c'était plus sur un système, on va dire, de tête-à-tête. Puis maintenant, on est plus sur une mode où on veut partager parce qu'on se rend compte que la problématique du handicap, c'est pas que les personnes concernées, c'est tout le monde. Et on a eu l'occasion de faire une émission comme ça à la Gazette Café en juillet 2022 et on a vu qu'il y avait une réussite, qu'il y avait une envie, un besoin. Et c'est pour ça c'est ainsi qu'on a eu l'occasion de faire l'émission tous les mois pour parler de différents types de handicap, toujours avec des personnes concernées. Donc là, l'objectif de ce soir, c'est discuter ensemble de handicap, c'est-à-dire que nous aussi, vous aussi, vous pouvez prendre la parole, c'est-à-dire qu'on a un monsieur avec un micro ici qui pourra vous le faire passer, et donc n'hésitez pas à prendre la parole parce que on est là pour pouvoir discuter cette problématique ensemble. Nous, on n'a pas toutes les réponses. Vous non plus, donc on est là pour essayer d'avancer ensemble. Pour vous prévenir, cette émission est enregistrée. L'émission sera rediffusée sur les réseaux, donc notamment le site de Radio FM+, qui est notre partenaire depuis le début de la création de l'émission en 2019, et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à bien parler dans le micro pour être sûr que votre question soit bien captée. Donc nous aujourd'hui on va continuer notre année qui au final est sous le signe du handicap psy et de la neurodivergence puisque maintenant on a pu parler TDAH, on a pu parler trouble de la personnalité borderline, et aujourd'hui on va parler du spectre autistique avec Gwendoline Garon. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que toi, quand on te parle de spectre autistique, qu'est-ce que ça t'évoque? Beaucoup d'incompréhension de la part des autres. Ok. Et donc, pour toi, c'est quoi le spectre autistique? Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Globalement, je suis pas très bonne avec les noms des gens et j'ai perdu le nom de la madame. C'est une américaine et pas comme une façon d'être et de penser le rapport au monde qui est propre et qui fait qu'on a juste une perception du monde qui est différente des autres, et elle parle de la neurodiversité comme ça. Et il y a une autre définition que j'aime beaucoup, que j'ai tatouée sur mon bras, mais que vous pourrez pas voir de là parce que c'est tout petit, et encore moins à la radio. C'est un mot maori, on m'entend, c'est ça. C'est un mot en maori, donc ça vient de Nouvelle-Zélande, et c'est Taki Watanga, propre temps et espace. Et c'est comme ça que moi je décris le mieux l'autisme, parce que c'est vraiment une perception du monde qui est propre à moi, et qui fait que j'évolue dans ce monde-là qui peut-être est différent de celui des autres, mais ça m'empêche pas
d'exister, de valoir quelque chose, d'être légitime, de être en capacité de faire des choses, etc., etc. Voilà. Et moi, je me demande, ça veut dire quoi le spectre autistique? D'ailleurs, on dit beaucoup autiste, être autiste. Est-ce que pour toi, c'est un bon terme? Est-ce que c'est un terme juste? C'est compliqué parce qu'en fait, la définition, elle a beaucoup évolué sur les 40, un peu plus, on va dire 40 dernières années. Faut savoir qu'à l'origine, l'autisme, c'était pas vraiment décorrélé d'autres problématiques en santé mentale, et on l'a surtout, on doit le terme d'Asperger notamment de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a une classification qui a mis ces tranches de la population qui a été diagnostiquée par Asperger pour être pas des personnes forcément exterminées, mais bonnes pour faire du travail. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie tous en tant qu'autistes. Et le reste, on en est venu à parler de spectre parce que justement, il y a une gradation différente. C'est pas la même chose au masculin qu'au féminin. C'est des choses qu'on commence à peine vraiment à creuser parce que la plupart des personnes en fait qui ont été diagnostiquées avant, c'était essentiellement des garçons. Les filles apprennent à masquer, donc à cacher les symptômes et donc pas être diagnostiquées assez rapidement par rapport aux garçons. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de spectre, parce qu'il y a plusieurs façons d'être autiste. On n'a pas toutes et tous les mêmes difficultés, pas toutes et tous au même niveau, et on n'est pas donc deux autistes pareils. Pour ça, c'est très très large. Il faut le voir comme un grand entonnoir dans lequel il y a différents degrés et une grande roue sur laquelle il y a plusieurs axes et sur lequel on a tous des critères différents, etc., quoi. À quel moment tu t'es rendu compte, toi, que tu étais différente? Et après, deuxième étape, à quel moment tu as eu ce diagnostic? C'est compliqué. La première chose, déjà, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est ma maman. Et j'avais même pas 5 ans. En fait, entre mes la toute petite enfance, j'ai commencé à parler très tôt, à marcher très tôt, à faire des choses très très tôt, mais pas forcément pour me diriger vers ce qui était attendu. C'est-à-dire que j'ai lu toute seule, mais j'ai pas cherché à lire les choses que je voyais autour de moi. Je me suis intéressée à un certain type qui était typiquement les dinosaures. J'avais déjà une inclinaison très très forte pour ce genre de truc quand j'étais toute bébé, quoi. J'avais même pas 2 ans. Et à côté de ça, j'avais des grosses problématiques de gestion d'émotions, gestion de mon corps, de ma proprioception. Il y avait des trucs qui étaient pas cohérents. Et ma mère, donc, elle m'a eu très tôt. Elle savait pas ce qu'il fallait faire parce que j'étais sa première enfant. Donc, elle s'est dirigée vers des pédopsychiatres qui lui ont dit que c'était de sa faute, très clairement. C'est de la maltraitance institutionnelle. Hein, il y a une mainmise très psychanalytique sur ce qu'est l'autisme en France, et on parlait avant des mères frigidaires, que c'était à cause des mamans que les enfants se développaient pas bien. Enfin, faut se rendre compte du décalage qu'il y avait, quoi. Et en parlant de maltraitance, justement, la solution qu'on a proposée à ma mère, c'était de me médicamenter de force, et de me mettre sous Prozac et autres trucs comme ça, tu vois. Donc elle a appris ça, elle a fait on va peut-être pas faire ça parce qu'elle a pas envie que sa fille soit un zombie. Mon père a pas été d'accord. On a mis un peu tout ça sous le tapis. On a essayé de m'inclure quand même malgré tout à l'école. Et ça marchait pas. Je rentrais pas dans le moule, je posais pas les questions qu'il fallait, j'étais pas attentive comme il fallait, je répondais pas aux adultes de la bonne façon qu'il fallait. J'étais absente la 3/4 du temps dans ma tête parce que d'autres trucs m'intéressaient. Donc socialement, ça marche pas. Et tout mon parcours de scolarité, en fait, il a été très semé d'embûches où ça a été très très compliqué de me maintenir dans l'école publique. L'école publique privée, c'était pareil, hein, aucun des deux voulait me garder. Jusqu'au moment où ma mère un jour vient me chercher en primaire. J'ai 6-7 ans, même pas 6 ans. Elle vient me chercher à l'école, puis en fait elle me trouve pas dans la classe. Elle retourne toute l'école pour essayer de me trouver, et en fait elle me découvre dans la classe des CLIS. Maintenant c'est les ULIS, donc c'est pour les enfants un peu différents qu'on met là-bas. Et elle découvre donc que mon professeur, mon instit à l'époque, dans son dos a essayé de me placer dans cet endroit-là pour qu'ensuite elle me mette, ils mettent ma mère sur le fait direct, quoi, que il faut me mettre ici et il faut rien faire d'autre, quoi. Donc ma mère s'emporte, ma mère pas porte plainte parce que c'est compliqué, et puis à l'époque les psys scolaires sont pas des psys scolaires, c'est-à-dire que c'est des anciens professeurs qui sont reconvertis en tant que psys scolaires. Ils font passer des tests de QI qui n'en sont pas, donc je refais un vrai test de QI avec une pédopsychiatre, une neuropsy, je sais plus.
Et se trouve que je suis pas stupide, mais effectivement, il y a d'autres trucs. Il y a encore un truc à creuser. Donc avec au moins ce test, on me sort de là, on me met dans une école pour enfants surdoués. On voit que ça se passe plutôt bien, mais qu'il y a encore un truc donc à creuser. Et ma mère, à ce moment-là, divorce. Donc on a d'autres soucis, d'autres chats à fouetter que ma petite personne. Et ça, je l'entends très bien. Et il n'y a pas de souci même avec le passé de revenir dessus et me dire qu'il y avait d'autres choses à faire avant ça, quoi. Je retourne à l'école publique, enfin au collège-lycée. J'ai quand même de l'avance, mais je suis pas adaptée socialement. Du coup, on sait pas quoi faire de moi. Du coup, je redouble des classes que j'avais déjà sautées. Il se passe des trucs chelous. J'endure tout ça. J'arrive au lycée, je finis par passer le bac avec de l'avance. Et il faut que je trouve un travail, il faut que je trouve des études supérieures. Et là, c'est encore plus le drame qu'avant parce que je suis toujours socialement inadaptée. J'ai toujours un décalage, j'ai toujours un truc qui coince et on sait pas ce que c'est. Et j'essaye, je fais mon maximum, je m'endure, j'essaye de comprendre les codes sociaux, j'essaye d'adapter mon vocabulaire. Je vois bien que je suis trop clash, qu'il faut que je me calme, que c'est pas ce qu'il faut dire. Mais je sais pas dire les choses. Et au final, j'atteins la vingtaine. Et j'ai un gros problème donc dans la façon de m'exprimer. Ça passe pas du tout. Au taf, on me fait comprendre qu'on va pas me garder. Et socialement, j'en peux plus. Il y a plus personne qui peut vraiment j'ai plus de filet de sécurité, j'ai plus personne. Et là, je passe les diagnostics, moi, de mon côté. J'entame vraiment des démarches diagnostiques. Il faut savoir aussi que je suis dans le milieu du jeu vidéo. Et que le milieu du jeu vidéo, il y a plein de gens bizarres. Et surtout, il faut travailler à l'étranger. Donc là, je me retrouve, j'ai 22 ans, je suis au Vietnam. C'est bien parce que là-bas, le fait que moi, socialement, je suis différente des autres, ça passe pour l'étrangère de service et pas l'autiste de service. Donc c'est cool, c'est plus ou moins adapté. Mais gros burn-out, je suis dans une boîte française là-bas, ça se passe pas bien. Je rentre en France, je fais les diagnostics. Je passe pas par le CRA, donc le centre ressources autisme, parce que je sais qu'il y en a pour très longtemps. En moyenne, c'est 2 à 5 ans pour faire les diagnostics. J'ai pas 2 à 5 ans. À côté de ça, je reprends les études. Je me dis, il faut que je fasse des trucs, il faut que ça avance. Je peux pas rester là à attendre que rien ne se passe. Donc, je vais voir, ça s'appelle Génépsy. Je vais les voir. C'est des cabinets libéraux, en fait, où, en fait, en quelques mois, tu peux avoir ton diagnostic et t'es en suivi, t'es encadré, etc. Tu payes juste beaucoup plus cher. Et à côté de ça, donc mon diagnostic tombe entre guillemets, même si c'est des choses en vrai. J'ai repris des études de psycho. Je me dis il y a quand même des trucs qui me parlent. Les personnes qui sont autour de moi, elles sont toutes plus ou moins sur un spectre, que ce soit TDAH, autiste, etc. Je suis peut-être pas entourée justement des personnes qui m'intéressent pour rien. Et quand le diagnostic arrive, je fais ok, c'est effectivement ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Donc entre temps, j'ai repris les études. J'ai appris à reparler différemment pour faire en sorte que ça passe. Donc j'ai dû actualiser mon vocabulaire. Et voilà. Et après, on peut discuter sur la suite si tu veux. Sur après. C'est déjà beaucoup. Merci pour tout ça et tous ces détails. C'est exactement pour ça qu'on fait l'émission. Aussi pour qu'on partage tous ces petits détails qui en fait n'en sont pas, c'est tout, ces petits éléments mis bout à bout qui expliquent que ouais, c'est pas un détail en fait, c'est beaucoup. Et donc t'as dit plein de choses et justement tu parlais d'être autiste au Vietnam, c'était pas être autiste, c'était être l'étrangère de service. Est-ce que aujourd'hui, tu connais ton diagnostic, est-ce que tu retrouves ça aussi à l'étranger? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de soulagement, entre guillemets, ou c'est plus simple à l'étranger? C'est vraiment plus simple pour moi d'être à l'étranger, même si ça engendre d'autres problématiques. C'est beaucoup plus complexe de faire les papiers, c'est beaucoup plus complexe de se faire comprendre, parce qu'il a fallu aussi que j'apprenne l'anglais, et je l'ai appris sur le tas. J'étais pas bonne en langue, et c'est très compliqué pour moi les langues, même le français c'est très complexe encore pour moi. Et malgré tout, socialement, c'était plus simple parce que justement, tant que je parlais pas des Français, si je parlais à des Français, c'était mort, c'était cuit. Mais tant que je parlais à d'autres personnes, des anglophones, n'importe quel autre pays, etc., même des Vietnamiens, ça se passait bien parce que justement, les petits couacs sociaux, les petites différences que je pouvais avoir, les petites façons de percevoir le monde ou de rebondir sur des trucs, pour eux, ils trouvaient ça exotique. Parce que justement, je suis pas d'ici, donc j'ai pas les mêmes codes sociaux qu'eux et c'est acceptable. Donc c'est un peu comme ce que je disais par rapport au tatouage, c'est que je suis dans mon propre... je suis une représentante de mon pays, toute seule, parce qu'il y a que moi qui a mes caractéristiques à moi perso.
Et du coup, quand je rencontre une autre personne d'un autre pays, bah, c'est un peu la même chose. C'est hey, 2 commanditaires étrangers, yeah, plutôt que 2 personnes qui viennent soi-disant du même pays, qui partagent les mêmes coutumes, les mêmes valeurs. Bah, j'ai pas ça en fait. Enfin, je les comprends de loin, mais je marche pas avec. Ouais. Ouais, donc finalement, être un monolithe, des fois, ça rend service. Ça peut. Ça peut. Ouais, mais et donc le diagnostic, pardon, tu disais que tu l'avais fait toi de nos côtés, tu avais fait des démarches. Est-ce que c'est aussi compliqué et dur que pour d'un diagnostic comme le TDAH? Chloé nous en a parlé dans l'émission du mois de mars. Je crois qu'elle nous disait que ça lui a pris environ 3 ans, que ça lui a coûté 500 €. Est-ce que c'est un cas similaire pour l'autisme? Pour l'autisme, ça peut justement être plus ou moins pris en charge en fonction de l'âge, de la tranche de revenus, de plein de choses, si effectivement tu fais des démarches dans le public. Moi, je l'ai fait dans le privé, donc c'était beaucoup plus cher. Et encore beaucoup plus cher, ça peut être à partir de 700 €, donc c'est pas si loin de ça. Mais c'est surtout que moi, je voulais pas... Parce qu'en plus, j'ai quand même une compréhension de ce qui m'arrive, j'ai quand même une capacité d'introspection, j'ai repris des études orientées psycho, je voulais pas tomber avec un ou une psy qui allait me dire bah non, ça peut pas être ça et go, on passe à autre chose. Et je cherchais pas le Graal d'avoir l'étiquette autiste, mais je voulais pas qu'on me sous-diagnostique ou qu'on me renvoie vers par exemple la case borderline, ce qu'on donne souvent en fait aux femmes autistes. Et du coup, j'ai fait vraiment attention et j'ai cherché dans les cercles autistiques justement des recommandations, des personnes qui conseillaient plutôt ce cabinet ou un autre, etc. Parce que le corps médical, je l'aime pas, il me maltraite, je veux pas être maltraitée plus. Et donc côté diagnostic, je voulais pas non plus perdre du temps et plus d'argent dans les démarches. Donc je suis suffisamment butée et obstinée pour quand je veux faire un truc comme ça, je le ferai comme ça et pas autrement. Voilà. Tu parlais de tes études en psycho. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé à comprendre des choses de toi, de comment tu fonctionnes ou pas du tout? Oui et non. Alors c'est un peu un cliché de se dire on fait des études de psycho pour se comprendre. Parce qu'en réalité, les études de psycho, ça t'amène pas à te comprendre, ça t'amène à comprendre ton milieu, enfin ton environnement social, ta société, parce que c'est du psycho et social. Et toutes les facs ne se valent pas. Moi, typiquement, je suis allée à Poitiers, et à Poitiers, c'est peut-être l'une des rares facs de France qui fait pas trop de psycha, et où, quand ils enseignent de la psycha, parce que j'en ai quand même fait, c'est plutôt d'un point de vue culture générale. Donc c'est pas tu vas devoir manger du Freud et appliquer du Freud. Tu fais pas ça. Ça, c'est bien. Il faut pas le faire. Du coup, j'avais beaucoup plus une approche sur, par exemple, c'est quoi devenir un expert, comment est-ce qu'on devient, c'est quoi, par exemple, devenir un champion d'échecs et pourquoi est-ce que c'est de l'expertise, comment est-ce qu'on construit ce savoir-là, qu'est-ce qui fait dans la tête, d'un point de vue neurosciences, pour qu'on arrive à en créer du savoir. En fait, tu vois, c'est plus ça qui, moi, m'a intéressée et qui m'a amené à me questionner sur qui je suis, oui, certes, mais surtout, au travers de certains cours, de me questionner sur mais si je m'intègre pas dans ce genre de fonctionnement social, c'est peut-être parce que mon fonctionnement il diverge beaucoup et que du coup ça fait sens quand même, tu vois. C'est plus ça qui était pertinent. Et il y a un cours justement orienté sur on va dire psychosocial où à la fin je suis allée voir le prof parce que j'étais en larmes et je lui ai dit ok, j'ai compris monsieur, mais du coup c'est très dur à vivre. Est-ce qu'on peut faire des choses? Est-ce qu'il y a d'autres bouquins pour aller un peu plus loin, pour creuser sur le sujet? Et c'était plutôt sur l'approche justement sur les groupes sociaux, sur le fait qu'on a des comportements intrinsèques qui sont propres à notre groupe social versus ceux des autres, et comment est-ce qu'on interagit et pourquoi est-ce qu'on a des biais, etc., etc. Donc moi c'est plus ça, tu vois, sur lequel la psycho m'a apporté des trucs plutôt que je suis autiste et je vais comprendre comment je fonctionne en tant qu'autiste, tu vois, c'est différent. Ouais, tout à fait. Donc finalement, est-ce que c'est plus, on va dire, de l'ordre de l'acceptation de cette divergence et comment un peu entrer en dynamique avec le reste du monde? C'est plus ça, et c'est pas la fac de Poitiers particulièrement qui me l'a apporté, c'est vraiment les cours. Parce que pour la fac, justement, c'est aussi pour ça que j'avais refait les diagnostics, parce que
Je sais depuis que je suis toute petite que j'ai d'autres handicaps. Je suis très 10, j'ai de la dyspraxie, dyscalculie très très forte, plein d'autres trucs. Et pour avoir du tiers-temps, de l'accompagnement à la fac, il fallait de toute façon que j'ai à nouveau un diagnostic valide, alors que celui de l'enfance que j'avais, lui pour le coup, il n'a pas changé, mon diagnostic il n'a pas changé non plus. Il était plus valable pour la fac, soi-disant. Donc j'ai dû refaire tout ça, j'ai dû réintégrer tout ça, et j'ai dit quitte à refaire des diagnostics, autant tout refaire quoi. Et par rapport à l'acceptation, en réalité, ce qui a marché le mieux pour moi, c'est pas tant juste la reprise des cours et d'être en psycho, mais d'avoir fait pour la L3, d'être partie au Canada. Alors chance pour moi, parce que justement j'ai déjà l'habitude de déménager beaucoup depuis que je suis toute petite, de partir et de tout réintégrer, de tout refaire des milieux sociaux, etc. Même si je suis toujours pas très forte en social, mais c'est pas grave. Et du coup, je suis quand même partie au Canada, et là-bas, nous on a plus de 40 ans de retard, mais eux, ils sont en avance en fait. Ils sont dans la bonne timeline, et sur le sujet, c'est ok, c'est facile. Et du coup, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai dit, c'est hey, bonjour, je suis autiste. Et ils m'ont dit ok, c'est cool. Et sinon, t'aimes quoi? Et puis go la conversation, tu vois. Et ça a fait du bien, beaucoup de bien, au point que quand moi je suis revenue en France, j'ai fait ok, maintenant je vais le dire que je suis autiste, et je vais pas attendre qu'on me dise mais t'es bizarre, je comprends pas, il y a un truc qui cloche, qu'est-ce que quoi, tu vois. Donc c'est plus que m'a apporté cette expérience-là via effectivement la fac, et que j'ai appliqué après partout en disant maintenant je vais militer dessus, je vais en parler, et je vais juste pas me taire. Voilà. Ok, et est-ce que tu as eu les mêmes réponses en mode c'est cool et t'aimes quoi, ou est-ce que les gens bloquent sur ce diagnostic? Ça dépend les gens. Là où j'ai le plus de problématiques à faire comprendre mon diagnostic, c'est effectivement quand je dois parler à des médecins, des institutions, des trucs comme ça. Ça, c'est à chaque fois, ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre surtout. Ça, c'est compliqué. Professionnellement, ça dépend. Comme j'ai dit, je suis dans le jeu vidéo, et on commence à parler de ces sujets-là. Et autant il y a des boîtes qui sont très contentes d'avoir des profils différents, et ça fait un peu du washing, mais ils sont contents de les avoir, les personnes différentes. Et puis il y en a d'autres, ils sont toujours pas prêtes à comprendre ce que c'est cette différence, et justement ne veulent pas s'engager. Ils ont peur que je sois pas fiable, que il faut apprendre des choses et s'adapter, ils veulent pas faire d'efforts, etc., etc. Donc c'est vraiment les deux versants. Et là où j'ai eu le plus de difficultés, par contre, ça reste toujours d'un point de vue relation personnelle et interpersonnelle. Donc tout ce qui va être relation amoureuse, etc. En fait, plus on va creuser en profondeur dans une relation, et pire c'est. Enfin, célibataire, c'est bien en fait. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un célibataire, c'est bien. Ok. Et donc, on a parlé un petit peu du diagnostic là, mais au niveau administratif, comment ça se passe? Parce que bon, on sait que la France a une grande réputation là-dessus, et le handicap n'est pas mis sur le côté, au contraire, hein, c'est aussi ça le handicap d'ailleurs, cette charge lourde administrative. Chacun d'entre nous, hein, peu importe le handicap qu'on a, je pense qu'il y a une charge. Dans le cadre de l'autisme, comment ça se passe? Et avant que tu répondes, j'en profite pour rappeler aux gens, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main. Monsieur au micro se fera un plaisir de vous le temps, parce que là on discute, mais l'important c'est aussi vous, qu'on puisse discuter tous ensemble. Merci. Du coup, il y a donc effectivement de la difficulté à remplir donc les dossiers de reconnaissance, et puis même de faire valider le diagnostic, en fait, c'est compliqué. Globalement, tu fais tes diagnostics, que ce soit en libéral ou via le CRA, etc. Et en fonction, si tu es en libéral, il faut qu'ensuite que tu fasses vraiment reconnaître ton statut par un psychiatre. Bonne chance de trouver un psychiatre qui soit pas trop bête et qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet, parce que les psychiatres, faut le savoir, ils ont d'abord une formation de médecin, puis ensuite ils ont un petit peu un cursus en psychanalyse. Voilà, et après ils donnent des médicaments, c'est à peu près ce qu'ils font. Je les aime pas non plus. Oh, désolée, je les aime vraiment pas. Donc ça, c'est pénible. Et ensuite, quand tu as réussi à faire ça, si tu veux effectivement obtenir une reconnaissance travailleur handicapé, enfin qualité handicapée, donc la RQTH,
Il faut ensuite aller voir le MDPH, remplir un dossier qui est catastrophique parce qu'il est horrible à faire et croiser très fort les doigts pour que ça marche. Je l'ai pas fait, je veux pas le faire. Donc je galère à essayer de cacher quand même mon travail, que je suis autiste, même si tout le monde le sait et que je peux pas le cacher sur plein de points. Mais je n'ai pas la reconnaissance, moi, de mon côté. Parce que j'ai pas la force, l'énergie de faire tout ça. Et quand bien même, au fur et à mesure des années, j'ai quand même suffisamment appris à m'intégrer pour que ça soit plus un handicap. Ouais. Voilà. Ce qui est pas vrai, mais c'est pas grave. Oui. Enfin, c'est bien et c'est pas bien en même temps, quoi. Parce qu'en effet, ça t'enlève aussi des droits que tu devrais avoir de base, mais qu'en fait, on n'a pas de base parce qu'on doit toujours remplir ce fameux dossier pour prouver qu'on est en situation de handicap. Ouais. Comme si Super. Ça pouvait évoluer. Genre, t'es aveugle de naissance, tu dois quand même faire ce putain de dossier tout le temps. C'est l'enfer. Mais pour l'avoir rempli plusieurs fois ce dossier, je ne te reproche pas d'avoir J'ai peur pas de le le courage, moi. remplir. Clairement. Du coup, moi, dans mes démarches, je les remplis plusieurs fois et il y a beaucoup de fois où je me fais aider par les assistantes sociales des différentes institutions. Merci de Larsen. Bref, je voulais juste dire que tu peux te faire aider par les assistantes sociales et donc j'en ai rempli au moins une cinquaine, et qu'à chaque fois j'ai été très bien accueilli. Voilà, j'arrive, j'explique mon dossier, on passe page à page, on coche les cases, on fait des textes un peu longs pour expliquer la situation. Voilà, donc voilà. Un peu de tout. Il y en a une au CRA, enfin il y en a un peu partout, quoi, dans les différentes institutions d'aide au travail. Et de plus en plus aussi, il y a les RH qui commencent à être vraiment formés là-dessus pour accompagner si on veut vers les dossiers et qu'on est déjà en salarié, enfin déjà en emploi, pas forcément salariat pur et dur, mais au moins en emploi et qu'on veut se faire accompagner pour le faire. Mais moi, j'ai pas l'énergie de devoir me justifier, de refaire tout ça. En fait, en tout, j'ai genre passé déjà rien que le test de QI, je l'ai fait 4 fois en tout dans ma life. J'ai pas que ça à faire en fait. Je veux juste que ça avance, quoi. Voilà. Mais c'est bien, merci d'apporter cette précision. Est-ce que toi, justement, là, on parlait un petit peu d'assistantes sociales qui peuvent aider sur le handicap administrativement. Est-ce que pour toi, de manière générale, tu as des gens qui t'ont aidé, des groupes de gens que tu peux conseiller ou des assos ou ce genre de choses? Qu'est-ce qui t'a, toi, permis d'avancer sur ces questions? Alors, je l'ai pas dit au début, mais à la base, mes parents viennent du théâtre et c'est aussi pour ça qu'on déménageait tout le temps. Et en fait, j'ai pas d'amis d'enfance, j'ai pas de socle. J'ai pas d'endroit où, genre, les gens, la question qu'ils posent tout le temps quand ils te rencontrent, c'est d'où tu viens. Je peux pas répondre à cette question parce que j'ai quasiment pas grandi en France, en fait. Et du coup, moi, les personnes qui m'ont aidée, c'est pas tant des assos, des trucs comme ça, c'est juste les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et d'avoir été proactive pour essayer de trouver une solution, de comprendre ce que j'avais, etc. Et typiquement, quand j'ai commencé à reprendre des études, m'intéresser au diagnostic, etc. Alors c'est con, hein, je suis passée par un forum où il y avait un peu de tout. Il y avait des personnes surdouées, il y en avait d'autres, il y avait d'autres trucs, etc. Il y avait des personnes autistes, etc. Et en fait, j'ai créé un petit groupe de gens qui sont devenus un petit peu mon socle de personnes ressources, et avec qui j'ai un peu évolué pendant quelques années. Il y en a une qui est devenue mon copain, qui est devenu un psychologue, psy du travail, et en fait, c'est devenu des personnes sur lesquelles j'ai pu me reposer pour avancer moi sur mes trucs. Et maintenant, en fait, je fonctionne globalement de la même façon. C'est aussi pour ça que maintenant je suis sur Montpellier, parce que je sais que j'ai un socle d'amis. Et yay, j'ai enfin des amis à la trentaine. Wouh. Mais ça a pris du temps. C'est pas quelque chose que j'avais avant, et c'est aussi pour ça que mon diagnostic, en fait, il est arrivé tard mais tôt pour les femmes. Il y en a beaucoup, c'est à 30, enfin après la trentaine, plutôt autour de 40-50 ans, parce que leurs propres enfants souvent se font diagnostiquer et qu'elles se remettent un peu en question en disant peut-être que moi aussi. Et moi, je sais que c'est pas ce que j'aurais, donc j'ai eu à faire la démarche de mon côté et à dire à ma mère peut-être que toi aussi, en vrai, tu devrais faire ça, tu vois. Parce qu'il y en a d'autres des autistes dans la famille, mais
c'est passé sous le tapis, on n'en parle pas, et c'est pas de ce côté-là non plus que j'allais avoir du soutien. Donc ouais, non, j'ai fait de mon côté parce que je savais qu'à un moment donné, c'était soit je me noyais toute seule, soit je trouvais des solutions quelque part, mais il fallait que ça bouge. Okay. Et est-ce qu'on peut expliquer l'autisme, d'où ça vient? Est-ce que c'est genre des branchements de neurones? C'est quoi en fait? Est-ce que il y a une explication en matière de ce type-là ou pas du tout? Est-ce que c'est génétique ou pas du tout? Enfin... Alors, tu vois, l'univers, peu près pareil. Tout et rien. Le Big Bang est tout à la fois et rien à la fois. Plus sérieusement, il y a un peu de génétique potentiellement, il y a un peu de social et donc de facteurs environnementaux qui vont conditionner tout ça. En fait, on appelle ça, en psycho, on considère que c'est multifactoriel parce que justement, on n'a pas trouvé une cause unique qui explique tout ça. Donc, on sait pas. On voit que ça s'exprime de différentes façons, c'est ce qui fait que ça fait un spectre. Mais il n'y a pas une cause unique pour tout le monde. Vas-y. C'est bien. Oui, voilà. Mais je pense aussi que toutes les maladies génétiques, ils ont la même explication parce qu'en fait, moi, j'ai mon frère avec une maladie génétique et j'ai demandé pourquoi, d'où ça vient ça. Comme le Big Bang. Voilà. Merci. C'est bien. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas de réponse toute faite pour dire ça vient que de ça. En plus, faut se rendre compte quand même si on commence vraiment maintenant à en parler de tout ce qui est écologie, mais on est dans un système où on a pollué nos sols, nos eaux, notre air, etc. Donc, en réalité, si ça se trouve, on a bêtement aussi encouragé quelque chose qui, oui, pouvait factuellement exister de façon complètement... il y en a quelques individus dans la population, mais qu'en fait, c'est devenu quelque chose de pluriel, avec plusieurs facteurs. Et en plus de ça, comme on améliore l'accès au diagnostic avec une meilleure compréhension de ce que c'est, oui, on en détecte plus aussi. Et en fait, on ne sait pas. On fait avec. On avance comme ça. Il y a une question là-bas. Ou une intervention. Oui, bonjour. En fait, je rebondis sur le côté je me cache en entreprise dont tu as parlé tout à l'heure. Et je me demande ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi si, imaginons que tu vas au boulot une journée, tu peux être toi entière, sans te cacher, sans te brimer, te censurer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que tu vas parler de dinosaures encore tout le temps? Ou est-ce que je sais pas exactement comment est-ce que c'est pour toi de t'adapter? Alors, le travail, c'est compliqué. Avant d'être là où je suis actuellement, j'étais essentiellement en freelance parce que le salariat, justement, c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons, notamment déjà la fatigue, parce que justement je dois cacher, je dois prendre sur moi beaucoup, je dois pas avoir un comportement où je vais faire des mouvements un peu chelous parce que ça va interloquer les gens et on va me dire de me calmer. Je peux pas faire des colalis, je bègue déjà souvent, ce qui est déjà compliqué en soi quand tu veux être crédible professionnellement. Donc il y a plein de choses qui ont fait que ça me fatigue trop, je prends trop sur moi et à la fin j'explose ou j'implose, c'est pas mieux non plus. Donc c'est soit j'ai besoin d'exprimer très très fort tout ça, ou alors je vais juste être mutique et je pourrais plus fonctionner. Donc j'ai arrêté de faire ça et justement je suis passée dans tout ce qui était freelance et là où je suis actuellement, ce qui fait que j'arrive à me maintenir, c'est que mon manager est quand même au courant et qu'il savait avant même de m'embaucher que je suis autiste et que il était un petit peu aware là-dessus. Et surtout, je suis en télétravail. Du coup, j'ai pas à voir les gens. Ça, c'est bien. C'est un autre défaut de mon travail, parce que j'ai quand même besoin de discuter avec des gens. Mais je n'ai pas déjà à aller au travail tous les jours, donc à perdre du temps, de l'énergie, me fatiguer dans les transports, dans supporter les gens, le bruit, la foule, les odeurs, etc., tous les stimulus. Et j'ai pas non plus à supporter des choses qui m'intéressent pas. Genre, j'ai pas à faire de small talk, j'ai pas à faire... à socialement m'adapter, à faire des efforts. Et les rares personnes avec qui je communique au travail, en réalité, j'ai une collègue qui a un gros TDAH et on en rigole. Et du coup, elle peut être elle-même aussi, et du coup, ça lui fait trop du bien, et c'est pour ça que ça marche bien aussi le duo qu'on a. Il y en a une autre aussi, elle a un truc, elle a pu en parler, etc. Et en fait, parce que les gens savent que maintenant je fais des interventions, des confs sur le sujet, c'est mon intérêt restreint,
de parler de neurodiversité. Du coup, ça permet à d'autres personnes de se sentir en confiance, d'aborder ce sujet-là aussi avec moi et de s'ouvrir. Et donc, j'ai pas non plus à faire l'effort de me cacher, puisqu'ils font l'effort, eux, de s'ouvrir. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, j'y arrive comme ça, mais parce que j'ai mis plus de 10 ans, au final, à faire comprendre que ce sujet est important et qu'on m'entende, parce que littéralement ça fait 10 ans que je martèle ça, et il y a des personnes il y a pas si longtemps qui m'écrivent, qui me connaissent de cette période, qui me disent c'est bien, t'as pas changé, t'as continué sur ça. Oui, merci, je vais pas faire autre chose. Voilà. Attends, il y a un autre. Ah, encore une question. Allez-y. Merci pour votre témoignage. Et maintenant, je vais revenir à une question peut-être un peu plus basique. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en quelque sorte, il y a différents niveaux d'autisme et comment on les distingue, et est-ce qu'il y a un lien avec le quotient intellectuel? Et si c'est pas indiscret, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à la dernière question, vous vous situez à un niveau autiste pas faible, moyen, fort, voilà, c'est un petit peu une appréciation comme ça que Merci. C'est un peu ce que je disais au tout début, c'est que il y a eu différentes classifications de l'autisme et que maintenant en fait on parle plus en niveau. C'est-à-dire que on est autiste ou on l'est pas, mais il n'y a pas de autiste un petit peu, autiste beaucoup, autiste pas trop. Et en réalité, c'est plus une expression de différentes facettes de ce qui compose l'autisme. Donc il y a des aspects qui sont plutôt sur le fonctionnement corporel. Est-ce qu'on est capable de suivre une consigne, de s'habiller, de manger, etc. Il y en a d'autres qui vont être sur l'aspect plutôt social. Est-ce qu'on arrive à tenir une conversation? Est-ce qu'on regarde dans les yeux? Il y a plein de petits critères un peu abscons comme ça. Et il y en a plein en fait. Ça fait un peu une constellation. Et en fait, en fonction de chaque personne, chaque autiste, on a des points, on va dire, on va scorer plus sur un item, plus que sur un autre. Et on va avoir en fait un équilibre comme ça qui va nous créer un profil. Donc pour ça qu'on parle de spectre, parce qu'on va avoir un gradient d'expression des symptômes autistiques qui vont être propres à chaque individu. Genre moi socialement maintenant ça va, j'arrive à passer inaperçu sur plein de trucs. Mais si par exemple je suis, comme je le disais tout à l'heure, dans un couple c'est une catastrophe parce que justement j'ai des incapacités fortes qui font que je vais être ultra intransigeante envers mes partenaires, mais je sais que en retour, je suis incapable, profondément, intrinsèquement en qui je suis incapable de leur donner une équivalence et de changer, d'arriver à un changement, parce que je suis juste pas en mesure de le faire. C'est des choses qui sont très très compliquées, c'est des choses qui amènent aussi, par exemple, à ce que y en a certaines autistes qui supportent absolument pas le bruit. Moi, j'ai des bouchons d'oreille comme ça que j'ai fait sur mesure parce que moi je le supporte pas, mais je suis capable de l'encaisser. Ça va me fatiguer énormément, ça va me provoquer des grosses migraines, ça va me fatiguer sur plusieurs jours, mais je peux encaisser. Et il y en a d'autres qui vont adorer le bruit. Donc c'est vraiment très différent. On peut plus parler de autiste très fort, autiste très faible. C'est pas possible. Et par rapport au test de QI, en réalité, le test de QI, on parle de test d'intelligence en France, mais c'est un faux ami. Ce n'est pas un test d'intelligence, ça ne mesure pas l'intelligence. Ça fait une photographie, en réalité, à un instant T, de certaines capacités qu'on a scorées sur certains items. C'est très limité. Par contre, ce qui est l'intérêt de ces tests, à la base, et même encore maintenant, c'est de voir les difficultés qu'on peut avoir. Donc ça va montrer les troubles 10, ça va montrer si on a des problèmes aussi de proprioception, ça va montrer plein de choses avec la représentation mentale, dans l'espace, etc. Et en fait, ça sert de porte d'entrée à la neurodiversité, à d'autres choses sur la santé mentale. Et oui, ça fait toujours partie des tests qu'on utilise parce que c'est toujours un test qui sert, qui montre des choses, mais il ne suffit pas en soi. Et non, on n'est pas obligé d'avoir un score, un test de QI qui est très très haut pour être autiste, ni d'être très très bas. On peut être à 100, 130 et c'est ok. Et on peut avoir des extrêmes et c'est ok tout pareil. Voilà. C'est pour ça que c'est un spectre et que c'est très très large. Ça rejoint ce que je voulais demander parce que je me rends compte qu'on est rentré directement dans le sujet, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des symptômes d'ailleurs. On a souvent, on lit l'autisme souvent médical, donc les symptômes, le handicap, mais à côté de ça, on a le terme
neurodivergence. Pour toi, qu'est-ce qui est le terme le plus juste? Est-ce que tu peux me refaire le début de ta question? Ouais. Je voulais revenir sur, on va dire, la base. Donc, c'est quoi les symptômes de l'autisme, s'il y en a, comment il peut s'exprimer, justement, au travers des gens. Et derrière ça, mon autre question, c'est plus au niveau des termes. On parle beaucoup de handicap, et est-ce que c'est pas un amalgame de dire l'autisme, c'est un handicap, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus nuancé que ça? Ok. Alors déjà, l'autisme, c'est pas une maladie, ça se soigne pas. Et effectivement, ça peut être du handicap en fonction de tes problématiques. Comme j'ai dit, moi, socialement, ça va. J'arrive à me faire des amis, j'arrive professionnellement à avancer. Du coup, socialement, c'est pas forcément un handicap. Par contre, en fonction de la situation, et c'est pour ça qu'on parle de situation de handicap, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, il y a d'autres problématiques qui émergent. Comme je l'ai dit, le couple, c'est une cata. Si je suis dans une foule, tu me verras jamais dans un concert, c'est mort. S'il y a, je sais pas quelle situation, si par exemple je dois, truc très con, exemple couple et situation stressante. Pour moi, l'autisme, le fond de commerce de l'autisme, c'est l'anxiété, c'est le stress. En tâche de fond ou conscient, mais il y a quand même de l'anxiété de base. Et typiquement, le stéréotype associé aux autistes, c'est d'être un peu robotique. Il faut faire les choses dans l'ordre avec les consignes, etc. Couple, autiste et problématique de stress, confinement. À la fin du confinement, j'étais chez mon copain. Je savais qu'il m'avait récupéré parce que j'ai eu le Covid, j'ai été très malade. Et là, c'était le moment de rentrer chez moi. Je savais que j'allais rentrer chez moi, qu'on allait continuer à être un couple, que ça allait bien, qu'on allait continuer à se voir, etc., etc. Mais comme j'avais passé quasiment 3 mois chez lui, et que là, soudainement, je devais rentrer chez moi, et ben en fait, j'ai fait une crise d'angoisse où je me suis recroquevillée sur moi, à me balancer et à pas pouvoir parler, à devoir écrire parce que incapacité de parler, et à devoir rationaliser avec lui, à devoir essayer de trouver les mots qu'il faut, parce que dans ma tête, quand bien même d'un point de vue purement rationnel, je savais que tout allait bien, le couple était ok, et pour moi c'était la fin du monde, parce qu'on changeait de paradigme et du coup ça n'avait plus de sens, ça ne pouvait plus fonctionner. Et en fait c'est des situations comme ça qui peuvent arriver, mais du jour au lendemain, parce que quelqu'un m'a dit ça, mon patron m'a dit ceci, il s'est passé ça, je sais plus. En fait je sais pas comment réagir parce que mon cerveau il compute pas, il va plus fonctionner. Et c'est souvent aussi je vais me comporter comme un robot, dans le sens que rationnellement je sais qu'il faut pas faire ça, et puis en fait je vais buter contre un mur comme ça et je vais pas pouvoir avancer alors que je sais qu'il y a une porte à côté. Mais il va falloir que quelqu'un très gentiment, avec beaucoup de pédagogie et de calme, me dise tiens regarde, je te tourne un petit peu, regarde la porte elle est là, tu peux y arriver et puis tout va bien se passer. Et une fois qu'on a débloqué la situation, tout va bien. Mais c'est des choses qui arrivent. Et ça peut être compliqué justement d'un point de vue social, notamment pour moi. Pour d'autres personnes, et par rapport aux symptômes, si on prend pareil l'image un peu cliché de c'est un garçon non-verbal qui se balance et qui fuit le regard, ou qui crie dès qu'on le touche, oui, ça fait partie de certains symptômes de l'autisme, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Donc ça dépend comment ça s'exprime, et ça peut, comme je l'ai dit, ça peut être très très dur à diagnostiquer, parce que notamment chez les filles, en fait, on nous apprend à masquer des choses, à prendre sur soi, à manger des codes sociaux, et puis à les intégrer très très vite, très très fort, parce que sinon, t'en prends plein la figure, en fait. Alors qu'on va laisser un peu plus de marge aux garçons, on va les laisser crier, on va les laisser se rouler par terre, etc. Parce qu'il a besoin de s'exprimer. Non, en fait. Moi, j'ai fait ça pareil quand j'étais bébé. Ma mère me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Et elle savait pas quoi faire. Et c'est comme ça. Mais il faut arriver à se poser les questions, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, on n'est pas là pour brusquer les gens et les taper, enfin ça sert à rien d'être maltraitant, donc il faut juste se poser des questions, essayer de remettre un petit peu dans le contexte, se dire ok là je vois que la personne elle bug en face de moi, qu'est-ce qui peut bien se passer, de déconstruire avec elle ce qui se passe, et puis voir si c'est effectivement une problématique en santé mentale quelle qu'elle soit, que ce soit effectivement de l'autisme ou pas, ou juste la personne là elle vit un moment qu'elle sait pas gérer et on va l'aider à passer ça, parce que tout le monde vit des mauvais jours. Voilà. Parce qu'au final, même la personne n'est pas forcément consciente de sa situation et elle l'apprend tous les jours aussi, oui. Je pense.
de sa situation. Enfin, moi, je t'entendais, tu parlais, on va dire, en quelque part de rechute, des moments où tu as besoin d'être avec toi. Et je me demande, est-ce qu'il y a des symptômes que tu exprimais, des symptômes, hein, on va mettre des guillemets, que tu exprimais avant et que tu exprimes plus aujourd'hui, ou comment? Non, c'est pas. J'aimerais bien, mais non. Mais j'aimerais bien. Non, en fait, c'est là typiquement, si je reprends l'exemple pour le confinement avec mon copain, c'est un truc qui arrive comme ça, random. Tu peux pas le prévoir. Et ça peut être n'importe quoi, genre, je sais pas, comme dit, j'ai beaucoup donc d'anxiété et typiquement, je fais en sorte d'être ultra performante au travail parce que je veux être irréprochable, je veux pas qu'on m'embête, qu'on me reproche quoi que ce soit. Et quand il y a les entretiens annuels qui arrivent, je suis en PLS parce que pour moi c'est la fin du monde. Il va me dire que je suis une catastrophe, que etc. Parce que anxiété. Autour de moi, on va me déconseiller en disant bah non, tout va bien se passer, t'as fait ça, tu sais ce que t'as fait là, tout ça. Je fais non, en fait, tant que le moment n'est pas passé, je vais être en PLS et après je vais m'effondrer. Et justement, ça, c'est des situations que maintenant je peux comprendre et anticiper, dans le sens que ça va être un événement récurrent dans mon calendrier qui va revenir tous les 6 mois, 1 an, et où je sais que je vais être une boule de nerfs et qu'à côté, bah tout le monde va un peu trinquer parce que je vais être une boule de nerfs à cause de ce truc-là. Et parfois, même sans ça, parce que même à l'école, hein, c'est la même chose avec les évaluations, la fin d'année, etc. Même sans ça, tu peux aussi te dire que dans l'autisme, tant que t'arrives pas, en fait, un peu comme pour l'image du robot, tant que t'arrives pas à passer cette situation bloquante, oui, ça va devenir un peu un truc qui va être électrique tout autour parce que il faut d'abord régler cette situation-là. Et donc, ça peut contaminer les autres choses, ça peut faire émerger d'autres symptômes. Donc, par exemple, moi qui suis stressée, naturellement, je fais de la dermatomanie, donc je m'arrache la peau des doigts. Yay! Je m'arrache aussi la peau des pieds. Yay! Ça ne se voit pas. Et les gens le remarquent pas, parce que c'est un signe qui socialement passe de se toucher les doigts, de bouger les doigts, etc. D'autres, ils vont plutôt se tourner sur eux-mêmes, ils vont rebondir, etc. Moi, j'ai trouvé un truc qui cache. Je me fais du mal quand même, c'est pas bien, il faudrait que je trouve une autre chose à faire, mais quand je sais que j'en fais trop, c'est parce qu'il y a forcément un truc qui me stresse très très fort, mais il faut que je mette le doigt dessus. Mais c'est aussi à moi, tu vois, c'est pas forcément juste aux autres autour de moi de me dire, ok, là il y a un truc qui va pas, et il faut que je trouve autour de tout ça qu'est-ce que ça peut être, et des fois c'est long, ça prend du temps. Donc je passe mon temps à faire de l'introspection, à vérifier que mon environnement, il est relativement sain pour pas que je sois une boule de nerfs, etc., etc. Et c'est pas simple, c'est tout le temps en fait, c'est du lait sur le feu. Donc il n'y a pas d'amélioration vraiment, il faut vraiment faire en sorte de contrôler en fait ton environnement de vie. Travail c'est compliqué, l'extérieur encore plus, mais à minima que ton lieu à toi, tranquille, et ton terrier il soit zen le plus possible quoi. Ouais, que tu arrives à trouver des lieux où tu peux te poser et te soulager. Et on va parler d'un petit domaine qui nous lie, puisque, petit spoiler, Gwendoline et moi, on travaille plus ou moins dans le même domaine du jeu vidéo et de l'accessibilité, et sans parler forcément jeu vidéo, mais pour toi, ça veut dire quoi l'accessibilité dans le cadre de l'autisme? Alors dans le cas de l'autisme plus, j'ai écrit mon mémoire de Master 1 et 2 là-dessus. Et globalement, c'est le fait que, typiquement, l'autisme, en fait, c'est pas juste... Je reviens en arrière. L'accessibilité dans le jeu vidéo, déjà, on a tendance à l'aborder par 4 grands aspects que sont le handicap visuel, moteur, auditif et cognitif. Et justement, moi, ça m'embête parce que c'est une classification qui ne cherche pas vraiment à faire des interactions entre les 4. Et l'intérêt de la neurodiversité, c'est de voir qu'en fait, il y a une connexion avec tout ça et que, typiquement, moi, en tant que moi, autiste, avec des troubles 10, etc., quand je joue à des jeux, il y a des jeux, ça marche pas, je peux pas les manipuler parce que cognitivement, c'est compliqué, au niveau de l'attention, c'est compliqué, au niveau des contrôles, c'est compliqué. Et en fait, en questionnant d'autres personnes quand j'ai fait mes études,
en questionnant d'autres personnes qui sont autistes ou qui sont atteints de troubles cognitifs, mentaux, etc. Mais en fait, on arrive à trouver ces interconnexions entre les autres facettes du handicap qui sont donc visuel, moteur et auditif. Et du coup, c'est comme ça que moi je l'aborde, en disant que un jeu accessible pour les autistes, si on arrive à faire en sorte qu'il soit accessible en fait pour toute personne avec une neurodivergence, techniquement, on devrait s'améliorer sur l'accessibilité générale, parce que ça englobe les autres facettes. Et paradoxalement aussi, on me pose pas mal de questions sur des jeux qui parleraient d'autisme, ou alors des jeux qui parleraient à des autistes, des jeux soit où dedans on a des personnages qui sont concernés et qui sont une représentation de l'autisme. Il y en a pas beaucoup, et encore moins des très bonnes. Et des jeux qui parlent à des autistes, et plutôt on va considérer ça comme des jeux, des serious games et compagnie. Donc c'est des jeux avec de la stimulation visuelle, auditive. En fait, j'ai pas envie de jouer à un jeu comme ça. Il y a pas de jeu, c'est juste des stimulations. Alors c'est sympa, hein, mais je joue avec. Oui. Et puis c'est toujours dans l'objectif de te réparer. Est-ce qu'on a envie d'être réparé? Est-ce qu'on en a besoin? Non. Et ce que je veux dire, c'est que moi aussi j'ai envie de jouer Godzilla, j'ai envie d'être un soldat, enfin j'ai envie d'expérimenter des trucs, pouvoir le faire quoi. Et ouais, encore de ça, c'est pas génial. Donc j'essaye d'améliorer et de militer là-dessus, mais on n'est pas beaucoup. Pour l'instant, je suis un peu la seule en France. On est 2 maintenant. On n'est vraiment pas beaucoup pour le handicap en France. Non, clairement, mais c'est le début. Pour l'instant, on est 2, puis après on sera 3, 4, 5. Et moi, ce que je me demandais, alors là, t'as pas du jeu vidéo, est-ce que il y a des astuces, on va dire, pour les gens qui aimeraient, genre, bien se comporter avec une personne autiste? Est-ce qu'il y a des choses? Je cherche pas à ce qu'on me répare, de la même façon que t'aimes pas qu'on te prenne ton fauteuil par derrière. Donc pense pas à ma place et fais pas les choses à ma place, juste dis-moi les choses, explique-les-moi si je ne comprends pas ou si tu vois que je ne comprends pas quand je les fais. Mais ne faites pas à la place des autres, en fait. On est capable de penser, on est très bien capable de réfléchir. Je suis pas forcément tout à fait fan du format, etc. Mais comment ça s'appelle? Ils ont fait même venir Emmanuel Macron et des célébrités au Papotin. Ah oui. Oui, les émissions du Papotin. Oui. Dedans, il y a une autiste non-verbale qui a une prose qui est juste merveilleuse, mais elle est non-verbale, donc elle utilise un système qui est propre à elle, qui fonctionne pour expliquer les mots qu'elle veut écrire. Et ensuite, quelqu'un les écrit à côté, et quand elle a envie de les faire prononcer, c'est une personne qui oralise, qui va le faire à sa place. Mais c'est un partenariat qui se met en place. C'est pas on s'impose à sa place et on va dire les choses à sa place. C'est vraiment ses mots à elle, ces mots qu'elle a choisis, qui quelqu'un d'autre va prononcer. De la même façon que quand on a un interprète LSF, et pas un traducteur, mais un interprète, le rôle de l'interprète, c'est bien de retransmettre la parole de la personne qui est sourde ou muette, enfin surtout muette plutôt, et qui a besoin d'être oralisée pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue des signes. C'est la même chose pour une personne autiste ou une personne avec une problématique en santé mentale ou cognitive. Ne faites pas les choses à sa place. Elle est capable de faire des choses. Encouragez-la même à faire des choses. Mais on n'est pas handicapé et on est capable, c'est tout. Autrement, mais on est capable. Oui. Et au niveau des lieux, parce qu'on parle des lieux, parce qu'on parle beaucoup de l'accessibilité physique pour les fauteuils roulants, blabla. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à faire aussi dans le cadre des personnes autistes? Les magasins, ils commencent à faire ça, mais ce serait bien qu'ils le fassent toute la journée, de pas avoir de la musique bruyante et des bruits partout. Ça, ce serait bien. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est juste du bruit pour du bruit. Et encore plus quand c'est dans la rue. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que tu mets de la musique dans la rue. Pas besoin. Ça fait peur aux oiseaux en plus, c'est pas bien. Y a ça, il y a les lumières, on n'a pas besoin de néon partout, on est très bien avec des lumières douces, ça nous flingue les yeux, ça bouffe de l'énergie, ça fait de l'électricité, du CO2, c'est pas bien non plus. Non mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut améliorer, même
Même sur, ouais, effectivement, sur l'accueil, j'ai déjà fait des conférences. Là, je parlais de la rampe d'accès parce qu'elle est pas totalement aux normes, mais j'ai fait des conférences dans des lieux où j'avais l'impression d'être dans un magasin à miroir tellement il y avait de la lumière de partout. Et mais je peux pas, en fait. Il faut soit baisser les lumières, soit faire quelque chose masqué. Enfin, c'est juste agressif. Ou alors je garde mes lunettes de soleil, mais ça, enfin, c'est pas possible. Mais en soi, après, en fait, pour toutes les personnes en situation de handicap, ce qui est problématique, c'est qu'on les pousse à s'adapter à la société. Et donc moi, j'ai toujours mes lunettes de soleil, j'ai toujours mes écouteurs. Avant, j'avais un casque anti-bruit parce que j'avais pas les moyens de me payer des bouchons sur mesure, quoi. Mais on les pousse toujours, en fait, à elles-mêmes dépenser et trouver des adaptations parce que la norme se fiche, parce que la norme s'est adaptée. Les métros, pareil, c'est la même chose. Les métros, les trams, les bus, c'est tellement bruyant. Les métros à Paris, j'ai vécu à Paris, mais j'en pouvais tellement plus. Rien que prendre le métro, c'était une galère. Enfin, j'avais mes bouchons, des boules caisses à la base, j'avais un casque anti-bruit de chantier, et malgré ça, j'entendais encore le bruit des rails. Enfin, c'était catastrophique. Et personne fait rien. Et les gens, ils prennent le métro comme ça tous les matins, ils se mettent sur leur téléphone ou leur bouquin et ils font leur journée. Et en fait, ils oublient, ils arrivent à faire abstraction. Chez moi, c'est pas possible. Bon, ils mettent un filtre. Mais le bruit, il est quand même là. Mais même ça, en fait, parce que tu vois, on a eu le confinement, les gens sont restés chez eux, certains ont pu faire du télétravail, et quand ils sont revenus à la vie d'avant, à reprendre les transports, etc., en fait, ils se sont rendus compte que oui, c'est fatigant, etc. Mais oui, ça l'est, mais en fait, ça l'est tout le temps. C'est juste que vous avez complètement oublié cette information parce que vous avez été habitués. Nous, c'est une agression perpétuelle. Là, par exemple, quand je sors de chez moi, que ce soit pour un apéro j'y vais ou autre, tu vois, je me prépare psychologiquement en écoutant de la musique fort sans le casque. Parce qu'il faut que je m'habitue à un niveau sonore qui est différent de ce que je vis habituellement, c'est-à-dire du silence. Sauf quand j'ai mes réunions, mais sinon je suis dans le silence. Et tout ça pour me préparer à subir du bruit, malgré le fait que je vais quand même adapter avec des bouchons. C'est toute une logique à mettre en place, etc. Enfin... Heureusement que ta mère n'était pas assistante maternelle. Tu l'aurais très mal vécu. Non, oui. Parce que dans le bruit, je connais. Après, les gens du théâtre, ils sont pas très silencieux non plus, tu sais. C'est vrai, ça, ouais. Moi, je me posais une question pour dézoomer un peu, là, que j'ai depuis quelques temps sur le handicap de manière générale. On parle beaucoup, donc, de neurodivergence dans le cadre de l'autisme, les troubles du TDAH. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de psychodivergence dans le cadre de personnes en fauteuil roulant ou pas? Pour toi, qu'est-ce qui... Je sais pas, peut-être. En soi, qu'est-ce que tu mettrais surtout derrière ce terme-là? Qu'est-ce que ça apporterait? D'ailleurs, je dis psycho, mais physico-divergent. C'est mieux. Physico-divergent. Oui, physique. Alors oui, métaboliquement aussi, parce qu'on voit qu'on n'a pas forcément... Enfin, on a des trucs par rapport à la flore intestinale qui est un peu différente, semble-t-il, mais c'est des études qui sont encore en cours, donc je sais pas. Mais en vrai, c'est surtout qu'est-ce que le terme véhicule, qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau, qu'est-ce que ça change, tu vois? Parce que j'ai peur que ça encombre d'utiliser un nouveau terme. Comme tu l'as un peu sous-entendu tout à l'heure, souvent le terme handicap sous-entend beaucoup incapacité. Ah oui, ça. Et j'aimerais bien trouver une solution à ça, qu'on arrête de croire à handicap égal à incapacité. Oui, ça je suis d'accord. Et après c'est compliqué, enfin surtout là en France avec ce qu'on appelle les paniques morales, sociales, je sais plus. Parce que on a tendance à vouloir copier les États-Unis sur plein de trucs. Et il y a un truc quand même à savoir. Là, le débat sur woke, universalisme, blabla, tout ça, en fait, ça vient de là, mais c'est essentiellement parce que les gens n'ont pas forcément les connaissances en sciences sociales, en France en tout cas, même aux États-Unis, sur ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. En France, donc on a du retard sur les mouvements sociaux, et aux États-Unis, justement par rapport au handicap, mais aussi du côté LGBT, il y a une volonté de se réapproprier les choses. Il y a une vraie volonté de ne pas être considéré comme handicapé, mais handicapable, donc vraiment être capable et pas handicapé. Et du coup, ils ont commencé à changer un peu ce vocabulaire, à vouloir revendiquer, ils ont manifesté dessus, etc., etc.
Niveau LGBT, c'est la même chose. Il y a d'abord eu les lesbiennes qui ont manifesté, ensuite c'est les gays qui ont repris le mouvement et c'est devenu la fierté. Et c'est comme ça en fait que les choses se sont un peu changées au niveau de la perception sociale. Et le truc, c'est que en France, en fait, on n'a pas le même débat parce que le handicap, il n'a pas été manifesté de la même façon. En Europe, pas que en France, mais en Europe, c'est à partir des années 70 où vraiment il y a eu déjà après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a d'abord eu une perception du handicap qui était centrée sur l'individu, donc c'était une situation vraiment individuelle, donc t'as les gueules cassées, c'est tant pis pour sa gueule, littéralement, si elle est en situation de handicap, et elle doit se débrouiller toute seule. Ensuite, on a eu le mouvement un peu plus social où justement la société a commencé à faire des choses. On a eu des lois sur l'urbanisme, on a eu juste la reconnaissance aux travailleurs handicapés, etc. Ça c'est venu. Et en fait, à partir des années 70, on a commencé à parler d'un modèle interactionnel où justement, il y a un peu des deux. Il faut que la personne elle puisse se sentir capable de faire des choses, mais que la société fasse aussi quand même sa part des choses parce qu'elle est responsable d'apporter du bien-être et de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Donc, on n'a déjà pas le même rapport sur ce postulat-là. Et le mot handicap, en réalité, il évolue pas tant en France parce qu'on n'a pas ces questionnements de réappropriation de ce qu'est justement la santé mentale, le handicap, etc., etc. Donc c'est compliqué de mettre un autre mot dessus. Et plus encore, pareil, ça je l'ai vu quand j'ai fait mon Master 2, moi je suis dans une asso aussi qui s'appelle Cap Game, qui fait de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap tout confondu pour le jeu vidéo. Et dedans, il y a à la tête de l'association, il y a un chargé de recherche, donc un HDR, qui est au CNAM Engmin, et à Paris, qui s'appelle Jérôme Dupire. Et à côté de ça, il y avait aussi un postdoc qui a fait de la science cognitive, neurosciences. Et ils m'ont fait aborder un truc qui permet de dépasser un peu ce modèle interactionniste, de plutôt se pencher justement sur les 4 grandes familles et de se dire il faut vraiment au lieu de chercher où sont les difficultés de la personne, et plutôt de s'intéresser à ses capacités. C'est quoi en fait tes capacités? Et ça c'est aussi encore plus valable par exemple pour les personnes âgées. Il y a je sais plus le truc qu'on leur fait remplir, mais pour savoir si elles sont toujours aptes en fait parce qu'elles ont chuté chez elles par exemple. Et il y a un document qu'on leur fait remplir pour savoir si elles sont toujours aptes à être toutes seules dans leur coin ou est-ce qu'il faut les mettre en EHPAD ou en institution, etc. Et dans ce document-là, généralement, on cherche à savoir tout ce qu'elles ne sont plus capables de faire. Et le postulat maintenant, en tout cas qui essaye de se développer et à niveau européen, c'est, j'ai plus son terme, désolé, je pourrais vous le renvoyer après, ça permet de se dire c'est quoi la somme de tes capacités. Genre là actuellement oui tu es en fauteuil, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Et en fait maximisons sur ce que tu es capable de faire. Donc ça rejoint un peu ton idée là. Je pourrais t'envoyer ça quand j'aurai mon téléphone dans les mains. Mais c'est tout un truc qui a été fait notamment par l'Organisation mondiale, j'ai où en anglais, mais j'ai plus en français. C'est l'ONU, je sais plus. World Handicap Union ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai plus le terme. Ok. Mais en tout cas, c'est pas grave, on les important. mettra en description. On les retrouvera, vous inquiétez pas, chers auditeurs. Mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté, en tout cas en Europe, d'avoir ce changement de paradigme aussi, mais il n'y a pas forcément un terme derrière. Et aux États-Unis, c'est encore différent, ils ont leur galère sociale, etc. Mais eux, ils veulent se réapproprier, en fait, de la même façon et dire on est capable quand même de faire des choses et on vaut, en tant qu'humain, en fait, on a le droit à une vie, à une humanité, etc., etc. Mais en France, on n'a pas de terme. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée ou pas? Parce que là, on parle beaucoup. Mais on aimerait vous entendre aussi. Donc moi, je suis enseignante et j'ai des 7-8 ans. Et dans l'année, j'ai en général un enfant qui a un TSA. Et en fait, je me posais la question par rapport à cette différence et comment accueillir au mieux, en tant qu'adulte, cette différence. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que les autres enfants doivent être au courant pour justement pouvoir s'adapter, parce qu'ils ont une capacité d'empathie? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux le taire? Voilà. Comment faire pour ne pas blesser, en fait, surtout cet enfant et accueillir la différence et vous parlez de capacité, et je pense même que non pas accueillir la différence, mais en faire quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il y a des capacités qui peuvent être mises en valeur et qui peuvent être même
apporter aux autres et même mieux que ce que peut faire la globalité. Enfin, j'aime pas trop ces termes de mieux, mais en tout cas, une richesse dans cette différence qu'on peut montrer et qu'on voit pas tout de suite, en fait, qui demande quand même d'aller creuser, mais en 1 an de temps, on a le temps d'aller creuser. Voilà. Et comment on pourrait, justement, aller plus vite dans ces étapes-là? Parce qu'il faut un temps de reconnaissance et de connaissance. Et parfois, je me dis, waouh, il me faut 3-4 mois, c'est trop long, en fait. Voilà. J'ai posé peut-être beaucoup de questions, mais voilà. Comment accueillir au mieux ces enfants qui sont différents? Et en fait, une autre question aussi, c'est est-ce que enfant, le problème relationnel est douloureux ou pas? Parce que parfois, j'ai l'impression que nous, on se dit, oh, je supporterais pas qu'on me parle comme ça entre eux, et en fait, ça a pas l'air d'être si douloureux que ça. Voilà. Ça avait plein de questions. Oui, vas-y. Approche, on va tester le larcin, mais j'ai peur. Je vais mettre là. Pour savoir comment faire si vous avez des enfants autistes de 5-7 ans à peu près, le CRA a créé une mallette avec des outils, notamment des casques anti-bruit, des choses comme ça. Alors ça s'est fait avant que j'y aille. Cette année, on est sur un autre sujet. Mais vous pouvez leur demander. Je sais justement que on a parlé du nouveau sujet qui est le harcèlement. C'est cette année, ça va sortir. Donc ils ont parlé. Il y a un énorme budget, des mallettes, voilà, avec accompagné d'une formation. Donc pour les personnels qui ont les professeurs, non, les maîtres et les maîtresses qui ont des enfants autistes, qui permettent de voir, par exemple, de réagir quand il fait une crise et tout, ou avant qu'il fasse une crise, s'il est trop éloigné et tout. Voilà. Juste, je réponds par rapport au fait que ça fasse mal je pensais en fait surtout d'être seul. En fait, ça soulage d'être seul et après, des fois, on oublie vite aussi s'il se passe des trucs. Voilà. Enfin, je crois qu'on oublie vite, mais ça dépend. Il y a peut-être des trucs qu'on n'oublie pas. Faut pas trop rêver non plus. Par rapport à la mallette dont tu parles, c'est le CRA qui propose ça. Est-ce que sur Montpellier, est-ce qu'on peut en bénéficier? Il faut les appeler, il faut faire quoi? Les appeler, après je sais pas ce qu'il faut faire, mais déjà les appeler et leur demander. Tac. J'ai pas de gestion de crise réellement, c'est comment intégrer au mieux cet enfant, comment faire le lien, voilà, c'est ça. Comment on fait au mieux le lien avec un enfant qui effectivement, parfois on sait pas si quelque chose est passé ou pas, ou, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a peut-être pas de miracle, il faut peut-être du temps, mais comment aller au plus vite dans une relation avec un enfant qui effectivement n'a pas les mêmes codes que les autres enfants? Alors, plein de choses, il y avait trop de questions. Elles sont très bien. Je vais revenir en arrière sur plein de trucs. Alors, première chose en arrière. J'ai dit, ma mère, à la base, mes parents faisaient du théâtre. Ma mère s'est réorientée il y a 10-15 ans et est devenue AESH. Donc, elle a bossé avec des enfants en situation de handicap dans les écoles. Et déjà, chose à savoir, quand il y en a un diagnostiqué, c'est bien. Mais souvent, en fait, elle me disait, elle arrive dans une classe pour un enfant, il y en a 5-6 autour d'elle. Parce qu'ils ont 5-6 à, en fait, avoir des problématiques qui sont pas diagnostiquées, qui sont là, mais pas forcément à des degrés suffisants pour avoir un accompagnement, etc., etc. Donc, en réalité, il y a beaucoup, en fait, de différences déjà dès l'enfance qui s'observent, parce qu'on est effectivement tous différents, on vient tous de milieux sociaux différents, si on est globalement dans une école normale, ouverte, publique. Et donc, il y a de la mixité, il y a du brassage, et on les voit de temps en temps, ces différences. Quand on les voit, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour accompagner? Eh ben, il y a plusieurs choses effectivement possibles. Je sais que l'éducation nationale ne forme pas vraiment au handicap. C'est un problème. Donc, il faut trouver des ressources à l'extérieur. Il faut se rapprocher d'associations. Il faut se rapprocher de parents qui sont les plus à même de vous donner des solutions parce que eux-mêmes se font accompagner. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des patients experts, même si j'aime pas le terme patient parce que pareil, j'ai dit on n'est pas malade, qui là peuvent vous faire de la formation ou en tout cas vous donner des billes de eux-mêmes comment ça se passait quand ils étaient petits. La remarque de Colin était pertinente sur le fait de on peut oublier en fait. Moi typiquement parler de mon passé, j'ai des pans entiers que j'ai complètement zappé parce que sûrement il y a eu du trauma parce qu'on n'était pas tendre avec moi. Mais il y en a aussi parce que c'était pas d'intérêt et du coup mon cerveau il a balayé, donc ça va mieux maintenant. Mais peut-être que j'aurais pas eu ce discours-là il y a 15 ans parce que j'étais plus capable de me souvenir de mon passé.
Et moi, dans l'enfance, ce qui m'a le plus violentée, c'est pas tant le regard des autres enfants, mais vraiment ceux des adultes. Puisque justement, on a cherché à me mettre hors de l'école, puisqu'on a fait en sorte que ma mère, à chaque fois, se prenait des tribunaux avec toute l'équipe pédagogique, etc., enfin, systématiquement tous les ans, voire plusieurs fois dans l'année. Ça, c'était violent. Pas les autres enfants, la plupart du temps, jusqu'à arriver au milieu du, on va dire, primaire, collège. Les autres enfants, ils s'en fichent. Au contraire, ils acceptent la différence, ils sont moins prompts à être racistes également. Ils voient pas, en fait, que la personne, elle est d'une autre couleur de peau, ou en fait, c'est anecdotique, on s'en fiche. Et ça, c'est beau. Il faut l'encourager, au contraire. Et un autre exemple, mais ça qui vient de l'étranger, en France, on n'aime pas les insectes. C'est con, hein, de dire comme ça, mais on n'aime pas les insectes, on a peur des araignées, les scarabées, les blattes, etc. Au Japon, ils en sont fans. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sensibilisent les enfants dès l'enfance, dès qu'ils sont tout petits. Ils jouent avec, ils manipulent les insectes, etc. Du coup, après, on n'a pas peur. Pourquoi est-ce qu'on fait pas pareil pour tous les trucs comme ça, genre qui font peur, la différence, le racisme, etc. Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait pas en sorte qu'on apprenne ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas assez, pas assez bien? Et en fait, le travail qu'on fait là avec Damien, c'est de la sensibilisation. Donc on parle souvent à des publics qui sont soit déjà sensibilisés, soit directement concernés, mais en réalité, il faudrait qu'on puisse s'adresser à ceux qui le sont pas, pour leur faire un peu changer leur vision du monde, à faire comprendre que c'est ok, et qu'on mord pas, ou que si on mord, c'est pas parce qu'on veut mordre, c'est juste parce que ça va pas et qu'on n'a pas d'autre façon de s'exprimer. Et comment est-ce qu'on peut atteindre un enfant qui a pas l'air de répondre? C'est pas parce qu'on regarde pas quelqu'un qu'on l'entend pas. C'est pas parce qu'on lui répond pas qu'on n'a pas compris les choses. Donc peut-être essayer d'autres choses. Il y a ce qu'on conseille souvent pour les enfants, et même encore à l'âge adulte, c'est les pictos, les emojis, etc. C'est de montrer en fait avec du visuel, avec une autre façon de communiquer. Et en accessibilité, c'est un truc qui revient souvent, puisque dans les jeux vidéo notamment, mais c'est la même chose quand vous utilisez un logiciel, qu'importe, on parle de feedback. Le feedback, c'est d'avoir une réponse. Et en fait, généralement, dans l'accessibilité, ce qu'on préconise, c'est de doubler les feedbacks. Donc, par exemple, quand on utilise un bouton sur un ascenseur, il faut que le bouton, on puisse cliquer dessus, et idéalement, s'il s'allume, c'est encore mieux, parce qu'on sait qu'on a vraiment appuyé dessus. C'est un double feedback. On peut avoir un son, ça fera un triple feedback, etc., etc. Et dans le cas d'une personne avec une déficience cognitive, de l'autisme ou qu'importe, la même chose. On peut avoir un truc qu'on montre, verbalisé, on peut avoir une musique, on peut ajouter avec un support visuel, on peut faire multiplier en fait tout ça. Et au fur et à mesure, il y a peut-être un truc qui va marcher. Et si ce truc marche, peut-être il marchera pour d'autres choses. Ou alors il ouvrira la porte vers d'autres choses. Et puis être attentif à comment l'enfant aussi il interagit. Peut-être que lui, il a déjà trouvé un système qui pour lui fonctionne, mais que l'adulte en face n'a pas compris que ça fonctionnait. Donc c'est vraiment être attentif. Et typiquement, moi, quand j'étais petite, pas côté autisme, mais côté, par exemple, dyscalculie. Donc la dyscalculie, c'est le fait de ne pas comprendre intrinsèquement ce qu'est le nombre. C'est même pas de la dyslexie appliquée aux chiffres, c'est que véritablement, 1, 7, 77 000, ça représente rien du tout pour moi. Mais vraiment rien. Et le plus drôle, c'est que j'ai fait de la user research, donc je travaille avec des chiffres. Je fais de la data. Et en fait, ça veut rien dire pour moi. Et paradoxalement, ce qui a fait que j'arrive à comprendre, par exemple, les multiplications, c'est en passant par la musique. Je suis arrivée avec les multiplicatos, je sais plus comment s'appelle la personne qui a créé ça, mais au début je me souvenais que des couplets, non des refrains où il n'y avait pas la multiplication, et puis progressivement en fait j'ai assimilé aussi les couplets où il y avait des multiplications dedans, et maintenant je sais faire un peu mieux mes multiplications. Mais c'est parce qu'on a trouvé, et parce que le professeur a cherché, et c'était le tout premier professeur de ma vie qui s'est dit « Ah mais en fait elle est dyscalculique, c'est pas grave, on va trouver ». Et c'est le seul de ma scolarité qui s'est posé la question, quoi. Enfin, waouh. Le deuxième, après, c'était à la fac. À la fac, quand la première année, j'ai pas eu mon tiers-temps, etc., parce qu'on n'a pas voulu reconnaître son handicap, j'ai saisi les professeurs, j'ai saisi le pôle handicap, et c'est un prof de statistique qui est venu voir et qui m'a dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour adapter pour l'ensemble des étudiants, parce que je peux pas te faire un partiel pour toi toute seule. Comment est-ce que je peux faire pour adapter ?» Je fais on interdit les examens avec des tiroirs. Donc je veux pas qu'il y ait un exercice avec si j'ai répondu faux à cet endroit-là, je sois pénalisée sur ma deuxième question parce que du coup c'est injuste. Et je veux qu'il y ait une partie sur le cours et une sur les maths. Comme ça, j'ai au moins 10 d'un côté et puis tant pis si je foire le reste, mais j'ai au moins 10 parce que mon cours, je le connais. Je sais juste pas l'appliquer, mais je le connais. J'ai eu 10 la fois d'après. Voilà. C'est aussi con que ça, quoi. Je suis toujours dans
la différence et la normalité. Moi, c'est surtout ça qui me pose problème en classe. Et par rapport à cet enfant auquel je pense, c'est qu'il a conscience qu'il est différent. Et est-ce que, en fait, toi, enfant, est-ce que ça te faisait, tu avais cette conscience de la différence ou pas? Et est-ce que c'était une souffrance? C'était ça, en fait, surtout que j'aimerais, la piste que j'aimerais avoir. Alors, oui, je pouvais en avoir. Mais surtout parce que le regard des adultes faisait que j'étais mise le regard à des distance. Adultes, c'est Ouais. ça. Ouais. Pas les enfants entre eux. D'accord. Donc inclure au maximum. C'est ça. Inclure et on gomme. Ouais. Et en fait, pour expliquer, c'était même pire que ça côté adulte parce que, comme dit, je déménageais souvent et systématiquement, mon premier test de QI est resté dans mon dossier scolaire. Systématiquement, je suis tombée sur des profs qui, la première chose qu'ils faisaient dès que j'arrivais dans la classe, disaient « Ah, c'est la surdouée de service ». Pourquoi faire ça? Oui, c'est ça. C'est excluant. Dès que je vais avoir une sale note, je vais être lynchée par les gens, que ce soit les étudiants ou les enfants comme les profs. Et si j'ai Excel, ça sera la même chose aussi. Donc en fait, j'ai plus de place pour exister. C'est extrêmement violent. Et à partir du moment où moi je rencontrais des gens, mais à l'extérieur, oui, je suis un peu différente, mais c'est pas grave. Et puis en fait, on passe à autre chose. C'est après, comme j'ai dit, vraiment à l'adolescence et compagnie, que c'est devenu plus complexe parce que là, j'avais pas les codes sociaux. Mais à l'enfance, moi, ça allait très bien tant que les adultes venaient pas m'exclure. D'accord. Et par rapport à la normalité, c'est quoi la normalité? Oui, bien sûr. Oui, On est évidemment. tous différents. Mais j'ai parfois cette impression, parce qu'année dernière, c'était pareil, qu'il y a cette espèce de normalité, là, il faudrait aller dans ce chemin-là. Et je trouvais ça, mais des parents aussi, beaucoup. Oui. Et je trouvais que le discours de la différence ne passait pas. C'était non, je ne veux pas qu'il soit différent. Et en fait, ça n'est pas passé. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas accueillir cette différence et en faire quelque chose? Mais je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt. Ou en tout cas, peut-être quand ils sont petits, c'est encore trop tôt. Je sais pas. Je pense que surtout si les parents, c'est leur premier enfant, je dirais. Je pense qu'ils ont peur, ils veulent vraiment que ce soit la petite perle, perfection, etc. Mais pareil, dans le jeu vidéo, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que on crée un produit, c'est pas notre bébé. Ouais, exactement. Et même si c'était notre bébé, à un moment donné, en fait, il va s'envoler, il fera sa life, c'est plus notre possession. Donc, on n'est pas les parents, on peut pas leur dire il faut qu'il tombe par terre, qu'il se fasse mal et qu'il sache que ça fait mal quand on tombe et qu'il se relèvera tout seul. Mais idéalement, ce serait bien, avec un peu de pédagogie, que ce message finisse par passer. Et généralement, ça se fait, mais avec le deuxième, troisième enfant, c'est le premier qui prend, quoi. Au final, j'ai l'impression que le travail, il est à faire auprès des parents et des adultes plutôt que les enfants. Les enfants, ils sont encore tellement jeunes, ils ont pas ces codes sociaux, ils ont pas cette notion de normes. Enfin, moi, les enfants me posent des questions qu'aucun adulte n'oserait me poser. Mais parce que, pour eux, c'est juste, je suis d'accord. C'est juste nouveau, c'est juste un truc qu'ils ont envie de connaître. Et les parents, les adultes, la première réaction qu'ils ont, c'est, non, pose pas cette question. Mais si, en fait. Si, vas-y, pose des questions parce que nous, on y répondra avec plaisir. Et je pense qu'on va gagner une richesse autant l'enfant que moi et ça fera du bien à tout le monde. Oui. Et vous voulez rajouter un truc? Non, j'ai l'impression que parfois le mot différence, enfin j'ai eu cette impression-là, que le mot différence c'est un gros mot en fait. C'est quelque chose, on doit pas en parler ou on doit le gommer ou le cacher. Et en fait, on n'est plus dans la réalité si on fait ça. Donc on a des solutions qui sont à côté, je trouve, en tant qu'adulte. Bah, c'est complètement ça, et aussi parce que, et c'est aussi la faute de l'école, on est dans un système qui est très normatif, qui est même performatif, et il faut absolument rentrer dans un moule, une petite fenêtre en réalité, alors qu'on a un éventail de possibilités, etc. On nous demande beaucoup d'adapter quand même maintenant et d'avoir cette conscience-là. Et ce qui est aussi dangereux, c'est que ça, pareil, je l'avais vu en psychosocial, l'estime de soi, ça se construit. Et à partir de 6 ans, en fait, c'est fini. 6 ans. 6 ans, c'est ultra tôt. Et à partir de 6 ans, en fait, et généralement chez les filles, chez les personnes marginalisées, etc., à 6 ans, l'estime de soi dégringole. Parce que justement, les normes sociales s'appliquent. On va empêcher une petite fille d'avoir les jambes ouvertes si elle a envie parce qu'elle est bien comme ça. On va lui dire il faut se tenir de telle façon. On va lui dire qu'il faut faire attention à ses bretelles, etc., etc. Et en fait, ça va être juste des petits coups derrière la tête comme ça jusqu'à l'âge adulte. Puis enfin, après qu'on arrive à la trentaine, quarantaine, où on est un peu plus stable, on a réussi à faire un peu son petit chemin de vie, l'estime de soi va remonter un petit peu, alors que là, les mecs, eux, c'est royal, c'est stratosphérique. Les graphiques, c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment 2 courbes à l'opposé.
Et ça se rejoint pas, hein, bien évidemment, mais c'est deux courbes à l'opposé. Et ce qui fait que on en vient, bah oui, avec des problématiques d'anxiété, des burn-out, des dépressions, des sentiments de pas être adapté, parce que bah en fait on s'inflige ça. On a une société qui est globalement malade, qui s'inflige beaucoup de mauvaises choses, et on en est à avoir des personnes qui osent plus poser des questions, qui osent plus s'ouvrir aux autres, comprendre ce qu'est la différence, de se dire que bah peut-être ce qui est différent pour moi en fait c'est très normal là-bas. Et ça aussi on voit dans les études en psychosocial, quand on fait des études comparatives entre les pays, c'est quoi la perception justement de la normalité en Europe versus en Asie sur par exemple la dépression. Qu'est-ce qu'on considère être de la dépression? Là-bas en Asie, ça n'existe pas la dépression. C'est tabou, on n'en parle pas. Donc ça n'existe pas. Donc une personne qui est dépressive en Europe, là-bas, elle serait pas diagnostiquée. Et du coup, c'est intéressant de se dire bah, comment est-ce qu'on perçoit les choses, pourquoi est-ce que c'est comme ça, est-ce qu'il faut créer des nouveaux mots, est-ce qu'il faut adapter des choses, s'ouvrir un petit peu. Et par rapport aux enfants, ce que tu disais, truc con, ma sœur, elle a un appareil dentaire, elle a 27 ans. Les adultes la font chier avec ça. C'est une catastrophe pour le taf, elle se fait considérer comme une enfant, etc. En plus, on fait jeune dans la famille, donc elle ressemble vraiment à une gamine de 12 ans. Mais on l'embête avec ça. On lui dit ça fait pas professionnel, donc elle sourit moins, elle a complexé sur son visage, etc. Alors que les enfants, elle en a certains, ils étaient mais en joie quand elle lui a dit elle leur a dit qu'elle allait avoir un appareil dentaire. Ils m'ont dit mais il va être de quelle couleur et tout. Ils voulaient trop savoir et pourquoi est-ce que tu fais ça, ça fait quoi. Et en fait on devrait faire ça tout le temps, se poser des questions. Et rajout personnel, mais par rapport à l'autisme, moi ce que je trouve beau justement à différer de cette norme-là, c'est d'avoir quand même, en tout cas dans mon cas personnellement, d'avoir cette curiosité et de poser ces questions-là, parce que justement j'ai pas beaucoup de filtres. J'ai pas beaucoup de tabous et moi j'ai aucun scrupule, regret, remords à aborder une personne, à lui poser des questions pas forcément droit dans les yeux, mais en tout cas de l'aborder et de lui dire et pourquoi ça et comme si j'avais 5 ans et que je faisais que et pourquoi et comment, etc. Et ça c'est chouette et on devrait faire ça plus, je trouve. Et c'est un beau message, je pense, pour terminer cette émission. Il faut garder notre âme d'enfant. C'est être ouvert à l'autre. Et être ouvert à l'autre. Bon, on pourrait discuter de ça toute la journée, toute la nuit, mais malheureusement, c'est la fin de cette émission, chère auditrice. Merci beaucoup, Gwendoline, d'avoir participé. C'était super. Et juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà entendu parler de Dear These People avant? T'as des fans. Oh, ok, c'est le début du succès. Merci. Vous pourrez retrouver cet épisode sur YouTube et sur le site de la radio. Comme je disais, je remercie Radio FM Plus de nous aider à la technique, la Gazette Café pour ce lieu qui nous accueille tous les mois. Et je fais un petit coucou à ma partenaire de crime, Camille Carneguez, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas tout seul à organiser cette émission. Elle est actuellement en vacances en Italie. Voilà, chacun ses problèmes. On reste là pour discuter avec vous si vous voulez. Bonne soirée à tous et au mois prochain. Dear Valide. People. dear Valide. people.